Sorry for we just had an interruption, but I'm sure everybody might have left already. Sorry about that. On a eu une petite interruption à cause de nos settings Zoom. L'enregistrement a L'enregistrement est arrivé à son fin, donc ça a immédiatement coupé le webinaire. Nous allons tâcher d'organiser ceci mieux pour la prochaine fois. Mais je pense que Barakana parlait du développement des infrastructures, du capital humain. Euh, et nous, de notre côté, ce qu'on suggère, ce que nous avons constaté vis-à-vis de nos recherches, mais aussi nos discussions avec certains décideurs et certaines membres du secteur privé, c'est que les infrastructures sont souvent dominées, vont être toujours dominées par l'État. Il y a vraiment une nécessité pour un meilleur suivi dans le développement des infrastructures. Parce que le Cameroun, comme plein de pays en Afrique, utilise les câbles souterrains connectés à l'Europe ou le Brésil. Donc, c'est très important pour nous d'avoir nos propres infrastructures pour qu'on puisse développer le secteur comme il faut. Je suis d'accord avec Dani et Barakana qu'il faut également développer le capital humain, mais pour la difficulté pour nous, c'est quand on dit capital humain, il faut qu'on soit aussi un peu spécifique parce qu'on a besoin des développeurs web, on a besoin des experts sur la cybersécurité, on a besoin d'experts sur l'éthique, sur une juste utilisation des réseaux sociaux. Donc, je pense que nous devons bien sûr on doit développer le capital humain, mais il faut qu'on s'interroge sur quel capital humain est-ce qu'on veut développer. Parce que dans chaque économie, si nous regardons la Chine ou bien si nous regardons même le Rwanda, il n'y a pas que des développeurs web. Il y a aussi des personnes qui travaillent sur l'éthique, il y a des personnes qui travaillent sur l'éducation, l'apprentissage. Il y a d'autres qui sont concernés par l'intégration de ces compétences techniques dans le secteur de la manufacturation ou le secteur de la santé. Donc, nous, on milite vraiment pour une approche vis-à-vis du capital humain qui favorise qui favorise un développement du capital humain qui nous permet de répondre à nos challenges et à nos besoins dans nos contextes. Bon, désolé pour l'interruption. Euh, Dani, je sais pas si tu veux, s'il y a d'autres choses que tu aimerais ajouter pendant que tout le monde se reconnecte. Désolé pour l'interruption par Canal. Désolé. L'enregistrement l'espace pour l'enregistrement n'était pas assez, donc du coup, ça a immédiatement arrêté la réunion. Raison pour laquelle on voulait le faire en 45 minutes, mais nous pouvons continuer. Nous avons à niveau 45 minutes. Donc ça serait comme la partie 2. Oui, merci beaucoup, cher Henri. En fait, pour revenir sur ce que nous étions en train de dire avant la coupure, ce qui est l'infrastructure, oui, il y a de part et d'autre certaines tâches au fait que l'État au fait devrait jouer s'il faut recommander. Donc, on a parlé des infrastructures parce que il y a encore un défi au fait à ce niveau. Même pour installer les fibres optiques et la dépendance au fait de l'interconnexion même par des satellites étrangers, je pense que ça aussi c'est encore un autre défi qu'il faut relever parce qu'aussi longtemps qu'on dépend des satellites des étrangers, donc des satellites des Occidentaux et tout. Je Ouais, pense à ce niveau. Starlink. Mais alors, Dani et Barkana, Dani, juste vite fait, qu'est-ce que ça veut dire pour la liberté économique? Parce que il y a certaines personnes qui disent que si on peut accéder à l'Internet à moindre coût à travers ces satellites, on devrait le faire. Or, il y a les décideurs avec lesquels on a parlé sur le rapport qu'on a fait sur l'IA, nous disent que c'est très important pour nous d'avoir notre propre autonomie en ce qui concerne notre Internet, comme les autres pays l'ont. Parce que, donc, comment est-ce que nous, en tant que comme on promouvoit le libre-échange,
comment est-ce c'est quoi le balance entre cette autonomie technologique ou nationaliste, et l'accès à l'Internet et les coûts d'Internet? Je pense à ce niveau-là, comme je disais, il y a encore un défi à relever parce qu'on ne saurait pas non plus parler de la liberté dans le numérique, surtout dans nos pays africains, aussi longtemps qu'en majorité, ce sont des pays qui sont, euh, je dirais, interconnectés sur des réseaux, au fait, dont on n'a pas vraiment le monopole ou on n'a pas le contrôle, au fait, total. Donc, je dirais aussi longtemps que nous n'avons pas cette autonomie, genre avoir nos propres satellites, avoir nos propres infrastructures, avoir le contrôle total de tout ce qui nous appartient, on ne saurait pas non plus dire qu'on est suffisamment libre jusqu'à ce point parce que tous nos Ouais. messages sont décryptés et tout. Et que donc, nous sommes encore dans un système où ce qui peut être secret, c'est ce qu'on s'est dit de bouche à l'oreille, parce que tout ce que nous faisons, c'est enregistré. Même cette réunion, j'imagine, elle est en train d'être enregistrée quelque Ouais, part ouais, dans un exactement. serveur qui ne... Et c'est un serveur qui n'est pas en Afrique ou au Cameroun, raison pour laquelle l'Afrique du Sud, mais avant que je ne revienne, l'Afrique du Sud a dit à toutes les entreprises de localiser leurs données. En localisant leurs données, c'est leur propre data center et les propres ingénieurs qui managent toutes ces données. Donc, je ne sais pas si c'est peut-être quelque chose qu'on devrait envisager parce que nous, on pense qu'on devrait forcer la localisation des données, pas parce que ça ne va pas vraiment ajouter au coût des entreprises globales comme Google, Facebook, mais non seulement ça va créer des emplois locaux, mais ça va forcer un transfert de technologies et de compétences implicites vis-à-vis de cette approche. Donc, Barkhana, je ne sais pas si tu veux nous donner deux, trois points vis-à-vis la dépendance et qu'est-ce que ça veut dire pour la liberté économique. Je pense que vous avez posé la question de savoir la liberté numérique plutôt que la liberté économique, non? Pardon, la liberté numérique, pardon, liberté numérique, non économique. La liberté numérique, qu'est-ce que ça veut dire maintenant vis-à-vis notre propre liberté en nous, en tant qu'Africains, en tant qu'entreprise ou entrepreneur africain? Pour moi, en tant que bitcoiner, je vois que la liberté économique, plutôt numérique, c'est une façon d'être indépendant. On contrôle nos données. T'as la liberté aussi d'accéder à une information plutôt que des informations qui sont stockées dans des serveurs quelque part en Malaisie ou bien dans d'autres pays. Alors, la liberté numérique, pour moi, c'est cette liberté ou bien cette indépendance euh, d'avoir accès à des informations, de pouvoir partager ce que tu penses sans qu'il y ait des restrictions derrière, sans qu'il y ait des politiques qui visent à réguler plutôt, qui est laisser la liberté d'expression. Alors, dans ce cas, ce que je trouve comme libre, c'est la blockchain. Euh, sais pas si vous connaissez comment il fonctionne, c'est que ce sont tes données et c'est aussi au P2P. Donc, c'est pair à pair. Et c'est toi et ta machine, bien toi et, ta smartphone. C'est ça, en fait, mon point de vue, si j'essaie de me résumer. OK. Euh, Donc, on a parlé de quelques réformes, mais j'aimerais que on revienne à le rôle idéal des gouvernements. Nous, on veut vraiment, nous à CEPI, on milite vraiment pour une approche un peu limitée pour le gouvernement parce que il est vrai que on doit posséder nos propres données, on doit avoir une certaine autonomie sur nos infrastructures, mais il y a aussi une crainte que les gouvernements ne seront pas totalement responsables vis-à-vis de l'utilisation de ces données. Donc, c'est quoi le rôle du gouvernement en ce qui concerne la liberté numérique? Donc, Dani, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je pense que le rôle du gouvernement est vraiment un peu éparpillé, surtout dans beaucoup de secteurs en ce qui concerne, en fait, même le numérique. Que donc, le gouvernement, en fait, devrait d'abord s'assurer que, il joue son rôle de régulateur parce que le gouvernement, si on doit revenir même sur le principe du libre marché et tout,
le gouvernement ne serait pas là pour venir fixer, au fait, même le prix ou des consommations, donc le prix des consommations de données, aussi longtemps c'est le secteur qui est beaucoup plus, euh, en tout cas, ce sont le privé qui sont beaucoup plus des investisseurs dans ce secteur. Mais je pense qu'à ce niveau, l'État devrait aussi jouer son rôle parce que chez nous, si je prends l'exemple de la RDC, la plupart des fois, les sociétés au fait, de télécommunications nous disent que non, la surfacturation est due au fait qu'eux aussi ils payent beaucoup de taxes et que plus ils sont surtaxés, plus ils nous font aussi payer très cher les services d'Internet et tout, de fourniture d'Internet, de fourniture de connexions. Donc, je pense que c'est à ce niveau-là l'État devrait réfléchir dans une façon où il facilite la tâche aux investisseurs au fait, dans la télécom. Et puis, à leur niveau aussi, ils vont aussi nous faciliter l'accès facile. Donc, il faut nous faciliter l'accès pour donc, la consommation, l'accès facile au fait aux données. Et je pense que c'est là que l'État peut d'abord apporter en quelque sorte un soutien pour essayer de pallier à cela. Je ne sais pas si je peux continuer Ouais, encore un peu. je voulais juste ajouter que vous avez parlé du fait qu'il faut l'accès aux données, c'est très important parce que nous, on doit aussi créer notre propre système open, c'est quoi, open access, n'est-ce pas, pour permettre aux entreprises tech d'expérimenter avec les données, de se connecter un peu plus facilement à des banques, à des assureurs, à des institutions pour vraiment avoir ce système intégré. Donc, je suis tout à fait d'accord ils doivent jouer ce rôle pour permettre à un accès des données pour que nos entreprises et nos entrepreneurs tech puissent vraiment se développer. Parce que sans données, ils ne pourront pas le faire. Donc, avant de revenir, Dani, Barkana, je ne sais pas si, est-ce que tu as quelques points sur le rôle du gouvernement? Oui, effectivement, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, les points que vous avez soulevés. Je vais ajouter que pour moi, et en tant qu'une personne qui travaille dans ce secteur, qui côtoie la plupart des fois des acteurs de ce secteur, pour moi, je trouve que le rôle principal serait de créer cet environnement favorable. Parce que vous voyez, si vous voulez booster l'innovation, la créativité, c'est que ces personnes, prenons comme les startups, ils sont favorisés. C'est eux qui apportent ces nouvelles technologies. C'est eux qui créent des innovations. Alors, si le gouvernement parvient à créer cet environnement favorable où un investisseur comme Google peut investir dans ce pays, parce que les startups, ils sont là, ils ont des talents, ils ont aussi des produits qui sont innovants, mais sans qu'il y ait des investisseurs, sans qu'il y ait ces cadres comme les accélérateurs ou bien d'autres types de formes d'investissement qui peuvent investir dans ces startups, ça peut rien faire à côté impact. Donc, pour moi, je trouve que c'est créer cet environnement qui est favorable ou un détenteur d'un produit qui est innovant peut avoir ou bien accéder à des financements pour que ce produit puisse être sur le marché. Une autre chose, c'est côté de propriété intellectuelle, les lois qui protègent ça. Parce que tu es jeune, tu as développé une application et il y a un autre qui est là-bas au coin, il fait le plagiat d'une même application et il le met sur le marché. Sans qu'il y ait cette protection des droits de propriété intellectuelle, il n'y aura pas d'innovation. Donc, c'est côté réglementaire que le gouvernement intervienne là-dessus et côté aussi création de l'environnement, de l'écosystème. C'est ça, en fait, les deux points qui sont très importants pour moi. OK, merci beaucoup. Dani, tu as évoqué le fait que le financement freine souvent à venir dans nos pays parce que nos marchés sont très petits. Donc, il y a une difficulté pour nos startups vraiment de scale et d'accéder à des marchés plus larges. Je pense que c'est un problème qui sera résolu avec la zone de libre-échange continentale africaine. Mais il faut absolument qu'on accélère l'implémentation pour que on crée un marché unique de 1,4 milliard d'Africains. C'est ça qui va nous permettre d'élargir les marchés pour les entreprises tech. Donc, Danny, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter ou bien on peut Oui, passer. euh,
il y a une autre chose au fait que je voulais ajouter par rapport aux responsabilités au fait aussi de l'État, ce qui euh, comme j'étais en train de parler en faveur en fait de ces communautés rurales en fait qui sont parfois moins desservies dans le cadre du secteur numérique, je pense que l'État devrait aussi faciliter la tâche aux incubateurs et aux structures en fait qui encadrent ou qui forment dans le cadre du numérique et les compétences numériques et tout, comme ce que nos amis du Burundi, Barakana, font dans le free tech. Je pense l'État devrait aussi comprendre qu'ils doivent s'investir dans ces genres de structures de jeunes ou toutes ces structures, en fait, qui sont engagées dans les cas de promotion, donc de démocratiser, au fait, l'accès au numérique, donc former tout le monde, euh, équiper, au fait, les gens par cette compétence, parce qu'aussi longtemps on sera en train de se concentrer que sur ce qui sont en ville et tout, on va oublier qu'il y a tout un monde, en fait, qui est à l'abri, donc qui est vraiment épargné de ce secteur. Donc, l'État devrait aussi s'investir dans ces incubateurs, dans ces structures, en fait, pour les accompagner, les outiller, les équiper, même par des moyens, pour que ces solutions, en fait, deviennent globales et que même ceux qui sont dans le rural, en fait, puissent aussi en profiter et que la couverture, en tout cas, soit une vision, en fait, qui touche, en fait, tout le pays, tous les coins et les recoins, en fait, de nos pays. Ok, merci. Donc, la dernière chose qu'on aimerait évoquer, c'est la question d'égalité ou des inégalités économiques vis-à-vis les innovations, vis-à-vis la liberté numérique. Parce que la liberté numérique, bien sûr, va promouvoir certains entrepreneurs, certaines entreprises à créer des solutions à des problèmes dont on fait face. Mais cela peut également engendrer pas mal d'inégalités socio-économiques dans nos sociétés. Si on prend l'exemple de Monsieur Musk qui est trillionnaire maintenant vis-à-vis SpaceX, même comme SpaceX a reçu plus de 19 milliards de subventions du gouvernement américain, comment, vis-à-vis vu le support que certaines entreprises reçoivent, comment est-ce que on peut euh, améliorer les conditions, comment est-ce qu'on peut réduire les inégalités sociales et économiques? Donc, Parakana, tu as la parole et puis après, Monsieur Dani, euh, si tu peux nous dire juste, Euh, peut-être donner quelques idées sur comment le faire. Réduire les inégalités économiques. Premièrement, il faut savoir qu'on est dans un monde qui est trop capitaliste. Et quand il s'agit du monde de la tech, c'est beaucoup plus capitaliste. Je me souviens quand je faisais du fundraising pour notre non-profit dans le monde de la tech, à chaque fois, on demandait votre taux de pénétration au Burundi, les consommateurs, ils sont nombreux de combien? Pour dire que les investisseurs dans ce monde, eux aussi, sont des capitalistes. Et c'est la réalité du monde. C'est un monde qui est trop capitaliste. Mais il y a plusieurs solutions à ça. Il y a plusieurs solutions, même si, comme tu viens de l'évoquer, il y a un trillionnaire comme Elon Musk. Lui, il n'est pas d'accord avec ces histoires-là des charity ou bien de la philanthropie pour Oui, bien qu'il y sûr. ait quoi? Il y a un politique une fameuse politique qui disait qu'il doit y avoir des pollueurs-payeurs. C'était dans le monde de de quoi? De l'environnement. Quand John D. Rockefeller faisait des milliards, on disait que, OK, tu te fais des milliards au détriment de ces personnes qui sont ici sur Terre. Il faut qu'il y ait alors cette philanthropie. Il faut qu'il y ait alors une fondation au moins qui viennent pour faire quoi? Réparer les dégâts que vos entreprises causent. Mais Ouais. dans le monde de la tech, c'est pas le même cas. Parce que la plupart des personnes ils sont des capitalistes. Et ce qui dit inégalité, dit c'est le progrès du monde. Alors, il faudra plutôt que des personnes apprennent à suivre ce rythme, surtout le rythme le changement de l'écosystème grâce à la révolution numérique. Moi, je ne trouve pas qu'il y aurait une solution qui est spectaculaire qui vienne pour qu'il y ait
réguler quoi, Mais les inéqualités désolé pour te géographiques. couper, mais tu sais qu'il y a il y a des économies nordiques, n'est-ce pas? La Norvège, la Suède, la Finlande, l'Islande, qui sont en termes de, le Fraser, l'index de Economic Freedom du Fraser Institute, ils sont classés très haut, souvent bien plus haut que les Mhm. États-Unis, l'Angleterre, le Canada. Mais ces pays ont également des modèles un peu plus redistributifs. Parce que ils ont choisi de faire en sorte que oui, tu peux être entrepreneur, tu peux être milliardaire, mais tu dois contribuer pour ceux qui sont un peu défavorisés. Je ne dis pas que tous les pays africains devraient suivre l'approche nordique, mais voilà la raison pour laquelle dans ces pays-là, les citoyens ont accès à la santé, à l'éducation, ils ont des niveaux de vie assez élevés. C'est parce qu'ils ont pris la peine de dire qu'ils vont, oui, protéger l'entrepreneuriat et les entrepreneurs, mais tout en leur fixant des règles vis-à-vis de leurs responsabilités à la société. Pour nous, en Afrique, où on a 40% de la population qui vit sous le seuil de la pauvreté au Cameroun, ce qui veut dire c'est moins de 1,85 $ ou 1,65 $. Tout le monde ne peut pas être capitaliste. Donc, je me demande s'il faut Ok, que nous, est-ce qu'il faut qu'on essaie de trouver notre modèle du libre-échange vis-à-vis la liberté économique? Bon, ok, c'est là-bas où je voulais en venir en fait. Le numérique en soi, ça a cette nature du capitalisme parce que, vous voyez, il y a une seule personne qui se fait des milliards grâce à son smartphone. Et qui dit ça, dit qu'il y a des millions de jobs qui sont omis sur le marché. Et ça devient beaucoup plus... c'est quelques personnes qui gagnent au détriment de la masse. Alors, pour en arriver là-bas, c'est la même solution que vous venez d'évoquer, c'est de créer cette politique. Donc, de cette politique qui protège le petit citoyen lambda qui est là-bas et aussi voir comment investir à des capacités humaines de ces personnes qui sont, comment dirais-je, exploitées ou défavorisé, bien quoi, ouais, qui n'ont défavorisé, exploité, défavorisé, bien sûr. exclu, Merci pour le etc. terme. OK. Bon, Dani, Merci pour qu'est-ce le que... terme. D'où Ouais. l'inclusion digitale. Et qui dit inclusion digitale dit qu'il y a, il y a une politique qui vient pour réduire cette fracture. Ces personnes qui n'ont pas de compétences ou bien ces personnes qui ne sont pas défavorisées pour qu'il y ait cette distribution. Donc, à cette politique de l'inclusion digitale pour que chaque personne participe dans cette économie et aussi puisse profiter de cette économie numérique. OK. Merci beaucoup, Monsieur Barkana, pour ces éclaircissements. Monsieur Dani, à vous la parole. Comment est-ce que c'est quoi la balance entre les inégalités socio-économiques et la liberté économique? Est-ce que ça, c'est des modèles qui vont se développer à long terme pour nous, mais nous, nous, en CEPI, on est très clair qu'il faut que les niveaux de taxes ne doivent pas descendre à un certain niveau. Donc, pour les grandes entreprises, on le tape à 30% et pas moins. Pour les petites et moyennes entreprises, à 25%. Parce que nos modélisations nous montrent que si on part un tout petit peu plus bas, ça veut dire qu'il y a moins d'investissement dans la santé, dans l'éducation, etc. Donc, mais ça, c'est juste une première approche. Je ne sais pas si tu as d'autres propositions que nous pouvons tenir en compte. Merci beaucoup. Mais ce que je pense, c'est que même si l'on pourrait fixer le pourcentage par rapport aux petites, moyennes, aux grandes entreprises, il y aurait toujours des inégalités parce que souvent même, il y a une confusion autour de ça lorsqu'on classe même les entreprises, que ce soit les PME ou, disons, les grandes entreprises et tout. Des fois, même les entreprises, on a vu cette réalité sur terrain, même les grandes entreprises, à un moment, pour esquiver aux histoires des taxations et tout, ils sont obligés de se faire passer pour les PME. Il y a d'autres qui sont déjà dans le PME, ils sont obligés de se faire passer pour les startups et tout. Donc, les inégalités pourront toujours vraiment être là, mais je pense qu'il y a à ces niveaux-là où l'État devrait aussi, surtout nos États, hein, il y a un peu de farce encore jusque-là dans les cadres des taxes. Je ne sais pas chez vous, c'est comment, mais je pense il y a
besoin d'abord de clarté, des politiques en fait claires dans les cadres des taxes, parce que plus les gens sont surtaxés, plus ils ont tendance aussi à ne pas accepter de grandir, même lorsqu'ils sont déjà OK. grands. Mais alors, il faut qu'on se pose la question, c'est quoi un niveau de surtaxe veut dire que quoi pour nous? Parce que il y a des pays, au moins dans des pays nordiques, le niveau de taxe est à 40%. Nous, en Afrique, on était à 35% et 40% dans les années 1960 et 1970. C'est ces années qu'on vient de baisser à 35%, à 25% avec plein de plaidoyeries. Donc, je me demande si, et on a baissé ce niveau de taxe, est-ce que la vie sociale s'est améliorée pour autant? Je pense que non. C'est pour ça que c'est ce modèle parce que le modèle dans les pays avancés, c'est qu'il faut baisser les taxes pour réduire les coûts pour les entrepreneurs. Mais si nous regardons des pays qui ont beaucoup baissé les taxes, les États-Unis, l'Angleterre, et nous les comparons à des pays comme le Canada, comme les pays nordiques, nous voyons également un très, très large écart en termes de qualité de vie, en termes d'accès à des services santé, éducation, etc. Ce qui veut dire que oui, les États-Unis, ils sont très, 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 très innovants et l'Angleterre, un peu moins après le Brexit, mais je me demande si la logique, parce que la logique que les pays nordiques rejettent, c'est que on doit continuer à baisser les taxes, peu importe ce qui arrive. Je me demande si il faut que nous, on se décide pas comme eux à le mettre à 40%, mais il faut qu'on essaye de voir quel niveau est acceptable pour nous. Parce que si on continue à baisser, on arrive à 20% ou 25% et l'État n'a pas suffisamment de fonds, ils vont toujours augmenter les taxes. Donc, je me demande si ce n'est pas, si c'est plus important pour nous de trouver un juste milieu, n'est-ce pas? C'est pas quelque chose qu'on va faire dans un webinaire, mais ouais, nous, on est en train d'y penser parce que si on, si on poursuit un modèle implicitement capitaliste, on va devenir les États-Unis, n'est-ce pas? Où oui, il y a l'innovation, il y a la prospérité pour un peu plus de personnes, mais il y aura un peu plus de personnes qui sont oubliées dans nos sociétés. Donc, ouais, OK, last thoughts, Barakana, last thoughts, et puis Daniel, last thoughts. Ce débat, vraiment, pour moi, ça pourrait être peut-être plus large que nos minutes qui nous restent, mais à un moment, j'étais même en train de réfléchir sur et pourquoi même ne pas supprimer la suppression même des taxes, mais le contrôle des qualités de service au niveau de population. Je ne sais pas, c'est un modèle un peu bizarre, compliqué, mais peut-être qu'il peut être Ouais, essayé ça peut aussi d'une marcher. Ouais, ouais. Je sais que façon. n'oublie pas que les Voilà. libertariens, là, il y a les libertariens qui se disent qu'on ne doit pas imposer des taxes, n'est-ce pas? Parce que c'est forcer les entreprises et les entrepreneurs à payer quelque chose sur ce qu'ils gagnent. Mais le concept de la justice redistributive est très, très différent pour les pays. C'est vraiment une question de décision qu'on veut faire. Donc, par Cana. Imaginons par exemple le modèle où l'État supprime les taxes, mais l'État prend cette fois le contrôle de s'assurer en tout cas que les services sont très bien distribués et que ce sont les secteurs surtout qui touchent presque la grande partie, donc la totalité de la population. L'État va jusqu'à, bon, pour ne pas dire minimiser, réduire totalement, mais en tout cas supprimer, donner à un moment les libre accès, donc libre travail, et que l'État s'assure juste qu'il est en train de contrôler alors la qualité, L'accès la aux pertinence des services et la services, qualité des l'accès aux services. services et tout. Hein? Je pense que c'est à un niveau là où l'État peut aussi s'investir et peut-être récupérer cet argent dans d'autres secteurs qui sont un peu particuliers, qui touchent pas beaucoup plus de population. OK, parfait, noté. C'est une très bonne idée. On va voir, on va explorer cela. Monsieur Barkana, vous avez la parole. Moi aussi, c'est dans la même logique. J'ai trop aimé quoi, le sujet d'aujourd'hui. Et je trouve que ici en Afrique, on a presque les mêmes contextes et on a presque les mêmes défis. Je remercie d'ailleurs celui l'organisation qui a organisé ce genre de webinaire. C'est dans ce genre de webinaire où se développent des policy briefs, bien des recommandations qui peuvent structurer quoi, tout l'écosystème. Et l'écosystème numérique, comme vous l'avez dit, c'est un écosystème qui est en train de redéfinir le quotidien de chacun, bien
le monde en général. C'est ça. Ce sont des remerciements et aussi pour dire que, il y a différents modèles économiques, il y a différents modèles de gestion. Le plus important, c'est de trouver un modèle, pas qui marche à 100%, mais plutôt qui est bien le structuré et créer cet environnement favorable pour que chacun, surtout ces innovateurs qu'on était en train de faire, puissent développer leurs solutions et proposer des innovations. Merci beaucoup, Monsieur Barkana. Monsieur Dani, votre dernier mot. Merci beaucoup, surtout merci pour l'invitation. C'était un plaisir de contribuer à ces échanges. En dernier, je dirais, en tout cas, le secteur du numérique, c'est un secteur très polyvalent et complexe et ça demande de part et d'autre. Donc, l'engagement des responsabilités de nous en tant qu'organisation de la société civile et aussi accentuation en fait, des recommandations au niveau des politiques publiques à améliorer pour que ce secteur, en tout cas, soit profitable à la population mais également aux entreprises, entrepreneurs et tout, et aux freelancers qui sont en train de s'y lancer. Je pense que c'est vraiment une opportunité qu'on doit saisir, surtout dans nos pays africains où le marché, en tout cas, est encore très libre. C'est vraiment un défi à relever et on doit vraiment s'y investir, peu importe le secteur, parce qu'aujourd'hui, le numérique touche tout le domaine. Il y a plus, avant, on pouvait parler que de l'informatique en particulier, mais aujourd'hui, c'est un secteur au fait qui touche tout le domaine, en tout cas sans exception. Donc, c'est le moment de pouvoir approfondir ces genres de sessions pour aller plus loin dans la compréhension et aussi gagner profit de ça. Merci. Ok, merci beaucoup. Donc, je remercie tout le monde d'avoir pris le temps. Je remercie Monsieur Barkana du Free Tech Institute, Monsieur Dani Bazir de SADI. Je pense que ces discussions aussi sont très, très importantes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est allé un tout petit peu plus de 45 minutes, mais dans le futur, on va essayer de les garder brefs, juste pour qu'on puisse échanger régulièrement et vite fait pour nous permettre d'avancer toutes ces discussions dans la technologie, dans le développement, etc. Et j'espère que c'est une première fois pour nous tous. Donc, j'espère que très bientôt, on aura une autre discussion sur un thème assez intéressant. Et aussi, pourquoi pas organiser une table ronde au lieu d'un webinaire, comme ça tout le monde peut également contribuer. Donc, je remercie tous les participants, tous les contributeurs et on se dit à la prochaine. Passez un très bon week-end. Au revoir. À vous aussi. Bye. Bye everyone.